Le matin du 9 février 1943, le soldat Harold Hank Mortenson était accroupi derrière un palmier brisé sur Guadalcanal, tenant ce que son sergent de section avait appelé la chose la plus stupide qu'il ait jamais vue. C'était un chapeau de paille de fermier monté sur un bâton, rembourré de cosses de noix de coco pour ressembler à une tête humaine. L'air de la jungle était lourd d'humidité et de l'odeur sucrée de la végétation en décomposition. Les mains de Mortenson tremblaient légèrement alors qu'il plaçait le leur sur le tronc d'arbre renversé qui leur servait de position défensive. Quelque part dans le feuillage dense, à 200 mètres de là, un tireur d'élite japonais avait pris pour cible les hommes de son escouade depuis 3 jours. 7 morts, 11 blessés. Le commandement leur avait ordonné de tenir leur position et d'attendre un soutien d'artillerie qui n'arrivait jamais. Mais Mortenson, un cultivateur de blé du Nebraska qui avait passé d'innombrables heures à tirer sur des corbeaux depuis les poteaux de clôture, avait remarqué quelque chose de crucial dans le schéma de tir du tireur d'élite. Le tireur ennemi tirait environ 4 secondes après chaque mouvement, toujours 4 secondes, comme sur des roulettes. Et si la théorie de Mortenson était correcte, il était sur le point de transformer ce tireur d'élite en une cible facile, en croyant qu'il en avait une. Mortenson savait que désobéir à l'ordre de son sergent de rester à terre pourrait lui valoir la cour martiale, mais cela pourrait aussi sauver les 18 hommes de son peloton qui respiraient encore. Harold Mortenson avait grandi dans les Sandes îles de l'ouest du Nebraska, où sa famille exploitait 320 acres de terres arides pour le blé et élevait du bétail Black Angus. Né le 2 avril 1921, Mortenson était le plus jeune de 4 frères, qui finiraient tous par s'engager dans l'armée. Son père, Gustav Mortenson, avait immigré du Danemark dans son enfance et croyait fermement en 3 choses: le travail acharné, l'église luthérienne le dimanche et tirer droit. À l'âge de 12 ans, Harold pouvait toucher une boîte de conserve à 100 mètres avec le fusil Springfield de son père. Ce n'était pas un sport. Les corbeaux, les coyotes et les serpents à sonnettes occasionnelles constituaient de véritables menaces pour la subsistance de la ferme. Harold a appris à lire le comportement des animaux, à anticiper les mouvements, à comprendre que chaque créature avait des schémas. Il a obtenu son diplôme de l'Alliance High School en 1939, sans projet particulier au-delà d'aider son père à la récolte. Mais le 7 décembre 1941, lorsque la nouvelle de Pearl Harbor a crépité à la radio Philco de leur cuisine, tout a changé. Les 3 frères aînés d'Harold se sont engagés en une semaine. Il a attendu jusqu'en février 1942, en partie parce que son père avait besoin d'aide pour les semailles de printemps, en partie parce qu'à 20 ans, il se sentait encore comme un enfant jouant à l'âge adulte. Le recruteur de Scottsbluff a jeté un coup d'œil à ses scores de tir des compétitions du lycée et a tamponné ses papiers pour l'infanterie. L'entraînement de base à Fort Benning, en Géorgie, a semblé être un rêve fiévreux pour un garçon qui n'avait jamais été à l'est de Grand Island. L'humidité, les instructeurs qui hurlaient, les milliers d'hommes venus de villes qui n'avaient vu que dans les actualités. Ses compagnons de chambrée lui ont donné le surnom de Cornhusker, décortiqueur de maïs, avant d'apprendre que le Nebraska était principalement un État producteur de blé, mais le nom est resté. Ce qui n'a pas collé, c'est leur évaluation initiale selon laquelle ce garçon de ferme, tranquille, abandonnerait. Mortenson s'est qualifié comme tireur d'élite expert, pouvait démonter et remonter un M1 garant les yeux bandés dès la 3e semaine, et ne s'est jamais plaint de l'entraînement physique brutal. Comparé au transport de bottes de foin par une chaleur de 38 degrés Celsius, Fort Benning semblait presque gérable. En juillet 1942, le soldat Mortenson embarqua avec la 2e division des marines, destination inconnue. Les hommes spéculaient constamment: Europe, Afrique du Nord, Philippines. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés en Nouvelle-Zélande, s'entraînant à l'assaut amphibie dans des conditions qui rendaient la Géorgie confortable. Les marines ont intégré des renforts de l'armée, y compris l'unité de Mortenson, dans des compagnies existantes. Son nouveau sergent d'escouade, un natif de Boston nommé Patrick O'Malley, a immédiatement manifesté son scepticisme envers le Nébraskan à la voix douce. O'Malley avait servi en Chine avant la guerre et se considérait comme un expert en tout, des tactiques japonaises au meilleur bordel de Shanghai. Il a assigné Mortenson à la position de pointe lors de leur première patrouille d'entraînement, un poste généralement réservé aux hommes les plus sacrifiables. Mais les instincts de fermier de Mortenson lui ont bien servi. Il a repéré des fils de détente que les autres avaient manqués, a identifié des chemins à travers les broussailles denses et s'est déplacé avec un silence qui a surpris même les marines vétérans. Lentement, à contre-cœur, l'évaluation d'O'Malley a changé. Le 7 août 1942, ils ont débarqué sur les plages de Guadalcanal, dans les îles Salomon, dans le cadre de la première grande offensive alliée contre les forces japonaises dans le Pacifique. Le débarquement initial a rencontré une résistance plus faible que prévu. Les forces japonaises s'étaient retirées dans la jungle intérieure, piégeant les plages, mais se préparant à un autre type de guerre.
En quelques jours, Mortenson a compris pourquoi O'Malley était devenu obsédé par les tactiques japonaises. L'ennemi ne se battait pas comme le suggéraient les manuels d'entraînement. Ils utilisaient le terrain, la patience et une capacité presque surnaturelle à rester invisibles. Et ils avaient des tireurs d'élite qui pouvaient attendre immobiles pendant des heures pour tirer un seul coup. La guerre du Pacifique au début de 1943 représentait un combat acharné et brutal qui ne ressemblait guère aux vastes batailles de chars d'Afrique du Nord, aux campagnes de bombardement stratégiques sur l'Europe. Guadalcanal était devenu un creuset où les forces américaines apprenaient de dures leçons sur la guerre dans la jungle contre un ennemi qui s'entraînait à de telles conditions depuis des années. L'armée impériale japonaise avait développé une doctrine sophistiquée de tireurs d'élite lors de ses campagnes en Chine et en Mandchourie tout au long des années 1930. Leurs tireurs utilisaient le fusil Arisaka Type 97, une arme à verrou d'une portée efficace allant jusqu'à 600 mètres en terrain découvert. Dans la jungle, où la visibilité dépassait rarement 100 mètres, ces tireurs d'élite se transformaient en tueurs invisibles. Ils s'attachaient aux arbres, restant parfois en position pendant des jours, attendant les patrouilles américaines. La doctrine japonaise mettait l'accent sur la patience avant tout. Un tireur d'élite pouvait observer des dizaines de cibles passer avant de choisir celle qui offrait le tir le plus net avec la meilleure voie d'évasion. Les forces américaines au début de 1943 opéraient encore selon des tactiques développées pour le théâtre européen. Les officiers s'attendaient à des lignes claires, des fronts identifiables et des batailles qui suivaient une logique géographique compréhensible. La jungle n'offrait aucun de ces conforts. Le bataillon de Mortenson, le premier bataillon du 164e régiment d'infanterie, avait subi 83 pertes rien qu'en janvier 1943. Environ 40% de ces pertes étaient dues à des tirs de tireurs d'élite. Les chiffres horrifiaient l'état-major, mais les solutions s'avéraient insaisissables. Les opérations de contre-tir d'élite exigeaient une expertise que les Américains étaient encore en train de développer. La plupart des soldats n'avaient jamais rencontré un ennemi qui attendrait 3 jours pour un seul tir. L'impact psychologique a aggravé les pertes physiques. Les hommes sont devenus terrifiés par tout mouvement. Les patrouilles ont ralenti jusqu'à ramper. Des opérations simples comme l'établissement de postes d'observation avancés sont devenues des cauchemars de paranoïa. Début février, la compagnie de Mortenson avait été chargée de tenir une position sur une crête surplombant une route d'approvisionnement japonaise suspectée. Les renseignements suggéraient que l'ennemi déplaçait des munitions et de la nourriture dans la vallée en contrebas, sous le couvert de l'obscurité. La position américaine offrait une bonne visibilité et des champs de tir dégagés, mais elle les rendait également visibles à quiconque observait depuis la jungle environnante. C'est alors que le tireur d'élite a commencé son travail. Le premier homme est mort le 6 février 1943. Le caporal James Hendricks de Tulsa, Oklahoma, s'est éloigné de son trou de renard à l'aube pour se soulager. Un coup de feu, net, en pleine poitrine. Il est tombé sans un bruit. Les hommes se sont précipités à l'abri, s'attendant à une attaque plus importante, mais rien n'a suivi. Juste le silence, les insectes et Hendricks se vidant de son sang à 10 mètres de sa position, tandis que personne n'osait bouger pour l'aider. Le tireur d'élite a tiré à nouveau à 14 heures. Le soldat Donald Chen, un soldat d'origine hawaïenne qui s'était porté volontaire le lendemain de Pearl Harbor, a levé la tête pendant 3 secondes pour scruter la lisière des arbres avec des jumelles. La balle l'a atteint à la tempe. Chen était marié depuis 8 mois. Sa femme était enceinte de leur premier enfant. Ce soir-là, le sergent O'Malley a ordonné une immobilité absolue. Personne ne bouge. Personne ne regarde par-dessus le bord. Nous attendons les ordres. Mais les ordres signifiaient attendre que le bataillon envoie des équipes de contre-tireurs d'élite, un soutien d'artillerie ou quelqu'un avec un plan. Le 7 février a porté 2 autres victimes. Le soldat Eugène Martinez d'El Paso, touché à l'épaule en passant des munitions à son camarade de trou de renard, et le lieutenant Robert Sheffield, leur chef de peloton, abattu d'une balle dans le cou alors qu'il tentait d'utiliser un périscope pour localiser la position du tireur d'élite. Sheffield a survécu mais a été évacué, laissant le peloton sous le commandement d'O'Malley. Le sergent, malgré toute sa vantardise et son expérience, semblait véritablement ébranlé. Il avait affronté des chars japonaises, des barrages d'artillerie et des tentatives d'infiltration nocturne. Mais cet ennemi invisible, ce tueur patient qui pouvait attendre une éternité pour le tir parfait, c'était différent. Le 8 février, le peloton était cloué au sol depuis 56 heures. Les hommes manquaient d'eau. La chaleur tropicale transformait leur trou de renard en étuve moite. Mortenson regardait ses camarades de section se détériorer psychologiquement. Certains fixaient le vide, catatoniques de peur. D'autres chuchotaient constamment. Un bavardage nerveux qui n'aboutissait à rien.
Le soldat de première classe Anthony Russo de Brooklyn a annoncé qu'il allait tenter sa chance. Retourner au poste de commandement de la compagnie à un quart de mille derrière leur position. O'Malley l'a raisonné, mais de justesse. Cette nuit-là, Mortenson ne put dormir malgré l'épuisement. Son esprit revenait sans cesse à la ferme, au tir des corbeaux. Son père lui avait appris que les corbeaux étaient des oiseaux intelligents, capables de reconnaître les visages humains et de se souvenir des menaces. On ne pouvait pas simplement entrer dans un champ et commencer à tirer. Les corbeaux se disperseraient et ne reviendraient jamais. Mais si on leur faisait croire qu'ils avaient gagné, si on leur donnait une cible qui n'était pas vraiment là, ils l'assailliraient. Son père utilisait des leurres, de simples silhouettes en bois peint en noir, montées sur des poteaux dans tout le champ de blé. Les corbeaux piquaient sur ces faux oiseaux, territoriaux et agressifs, s'exposant au fusil de Gustave. L'astuce n'était pas le leur lui-même, mais la compréhension du comportement du corbeau. Ils attaquaient ce qu'ils percevaient comme de la compétition. Ils s'engageaient dans le combat une fois qu'ils avaient commencé. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Mortenson a regardé les étoiles à travers les frondes des palmiers, visibles entre les trouées de la canopée. Le tireur d'élite japonais était patient. Oui, discipliné, absolument, mais il était aussi humain. Il avait des schémas. Mortenson avait observé, chronométré, analysé. Chaque tir arrivait environ 4 secondes après un mouvement. Pas 3 secondes, pas 5, 4, comme si le tireur d'élite suivait la doctrine d'entraînement. Repérer la cible, évaluer le niveau de menace, tenir compte de la portée et du vent, tirer. 4 secondes. Et une fois qu'il s'était engagé sur un tir, une fois qu'il avait identifié ce qu'il croyait être une cible légitime, il allait jusqu'au bout. La question était de savoir si Mortenson pouvait créer une cible assez convaincante pour déclencher cette réponse, mais assez fausse pour attirer plusieurs tirs. Si le tireur d'élite utilisait un Arizaka, il avait 5 cartouches dans son chargeur. Peut-être transportait-il des munitions supplémentaires, chargées dans des clips, prêtes pour un chargement rapide. Mais le processus de rechargement, même pour un expert, prenait du temps, des secondes précieuses pendant lesquelles le tireur d'élite serait vulnérable, concentré sur son arme plutôt que sur le champ de bataille. Si Mortenson pouvait lui faire vider ce chargeur en tirant sur rien, il pourrait révéler sa position. Ou au minimum, il gaspillerait des munitions. Et s'il leur fonctionnait une fois, il pourrait fonctionner à plusieurs reprises, forçant le tireur d'élite à épuiser son stock limité de balles 4 fois plus vite qu'un combat normal ne l'exigerait. L'idée semblait à la fois brillante et stupide. Brillante parce qu'elle abordait le problème de fond par une pensée asymétrique. Stupide parce qu'elle exigeait que Mortenson s'expose délibérément au-dessus de la ligne du trou de renard pour positionner et manipuler le leur. O'Malley n'approuverait jamais. Le sergent avait déjà traduit un soldat en cour martiale plus tôt dans la campagne pour avoir désobéi aux ordres lors d'un combat. Il dirigeait une unité soudée, basée sur la discipline et la chaîne de commandement. Mais Mortenson avait vu cet homme mourir. Il avait écouté Hendrik s'étouffer dans son propre sang pendant 15 minutes, pendant que tout le monde restait figé dans la position. Il avait vu le corps de chêne gisant au soleil, gonflant sous la chaleur tropicale parce que personne ne pouvait le récupérer sans devenir la prochaine cible. Les règlements, les protocoles, les voies hiérarchiques, tout cela avait du sens en garnison ou lors d'un combat conventionnel. Mais cette situation exigeait quelque chose de différent, quelque chose d'improvisé, quelque chose qu'un fermier comprendrait, même si un sergent de carrière de Boston ne le pouvait pas. Mortenson a décidé qu'il ne demanderait pas la permission. Il construirait le leur aux premières heures de l'aube, lorsque la visibilité était la plus faible. Il testerait sa théorie. Si elle fonctionnait, il sauverait des vies. Si elle échouait, il mourrait probablement, ce qui résoudrait le problème de la cour martiale. Il a utilisé sa baïonnette pour couper une branche droite d'environ 1,20 mètres. Les frondes de palmier étaient trop flexibles, mais il a trouvé un morceau de bois mort solide qui avait séché au soleil. De son sac, il a sorti le chapeau de paille qu'il avait acheté à un fermier indigène en Nouvelle-Zélande. Chaque soldat transportait de petits objets personnels, des souvenirs de la maison ou des porte-bonheur. Le chapeau de Mortenson lui rappelait celui que son père portait dans les champs de blé. Il avait prévu de le renvoyer comme souvenir. Au lieu de cela, il a monté sur le bâton à l'aide de cordes de parachute récupérées d'un largage de ravitaillement. Le chapeau seul semblait trop évidemment faux. Il avait besoin de dimension, de poids, de quelque chose qui bougerait naturellement dans la brise. Il l'a bourré de cosses de noix de coco séchées et a enveloppé l'ensemble dans un morceau de filet de camouflage déchiré pour créer l'impression d'une tête et d'épaules. Le travail lui a pris 90 minutes dans une obscurité presque totale, ses mains se déplaçant au toucher plus qu'à la vue. Lorsque la première lueur grise du 9 février a filtré à travers la canopée de la jungle, Mortenson s'est positionné au bord de son trou de renard.
Son camarade de section, le soldat Tommy Lawson du Tennessee, l'a regardé avec une horreur croissante. Lawson lui a attrapé le bras et lui a murmuré de toute urgence qu'O'Malley lui ferait la peau. Mortenson a simplement hoché la tête et a dit à Lawson de surveiller la lisière des arbres à 2 heures, à environ 200 mètres. C'est là qu'il pensait que le tireur d'élite s'était positionné d'après les trajectoires des balles des tirs précédents. Mortenson a lentement levé le leurre au-dessus de la barrière de Rondin, le déplaçant comme un homme le ferait si scruter prudemment la jungle. Pas rapide, pas saccadé, lent et régulier, imitant la prudence humaine. Son cœur battait la chamade. Chaque instinct lui criait de baisser le leurre, de se remettre à l'abri. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4. Le coup de feu a retenti dans l'air matinal, se répercutant sur les collines. Le chapeau du leurre a tressailli lorsque la balle a traversé la paille et l'écorce de noix de coco. Mortenson n'a pas bronché. Il a laissé le leurre tomber légèrement, comme si l'homme avait été blessé mais pas tué. Puis il l'a relevé. Même position, même mouvement lent. 4 secondes. Un autre coup. Celui-ci a touché le bâton lui-même, arrachant presque l'ensemble des mains de Mortenson. Il pouvait maintenant entendre des murmures provenant des autres trous de renard. Les hommes commençaient à comprendre ce qu'ils faisaient. 3e fois, 4 secondes. Le 3e coup a touché la barrière de Rondin, envoyant des éclats volés. La précision du tireur d'élite était remarquable, même en tirant sur ce qu'il croyait être une cible partiellement dissimulée. 4e coup. Celui-ci a complètement manqué, passant quelque par au-dessus. Le tireur d'élite ajustait sa visée en fonction de ce qu'il percevait comme le mouvement de sa cible. 5e coup. Le chargeur était vide. Mortenson comptait dans sa tête. Temps de rechargement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 6e coup est arrivé à 11 secondes. Le tireur d'élite avait rechargé, mais le processus lui avait pris 7 secondes. 7 secondes pendant lesquelles il ne surveillait pas le tir de riposte. 7 secondes pendant lesquelles son attention était divisée. Mortenson a relevé le leurre. Le schéma s'est répété. 4 coups en succession rapide alors que le tireur d'élite vidait son 2e chargeur, convaincu qu'il engageait une cible légitime qui, d'une manière ou d'une autre, continuait de survivre à son tir d'expert. L'impact psychologique sur le tireur d'élite japonais a dû être significatif. Voici une cible qui aurait dû être morte 4 fois, mais qui continuait d'apparaître. Sa lunette était-elle déréglée? L'Américain portait-il un gilet pare-balles? Les munitions étaient-elles défectueuses? Chaque tir représentait un engagement vers une prémisse erronée, et chaque échec approfondissait l'engagement. Mortenson a manipulé le leurre pendant 2 heures ce matin-là. Selon son décompte, le tireur d'élite a tiré 47 cartouches. 47 balles qui auraient autrement été conservées pour de vrais soldats américains. 47 occasions pour le tireur d'élite de révéler des aspects de sa position et, de manière critique, 47 cas où le tireur ennemi était concentré sur quelque chose qui n'était pas réel au lieu de surveiller les menaces réelles. Vers 9 heures, O'Malley a rampé jusqu'au trou de renard de Mortenson. Le visage du sergent était rouge d'un mélange de fureur et d'autre chose, un respect réticent peut-être, ou un choc. O'Malley a exigé de savoir ce que diable Mortenson pensait faire. Mortenson a expliqué sa théorie calmement. Le tireur d'élite était entraîné à tirer sur le mouvement. Il ne pouvait pas faire la différence entre un leurre et une vraie cible à cette distance, surtout dans des conditions de jungle avec une visibilité limitée. Chaque fois qu'il tirait, il gaspillait des munitions et révélait des détails infimes sur sa position par l'éclair de bouche et le son. Plus important encore, il tirait 4 fois plus vite qu'en mode de chasse normale. Au lieu d'attendre des heures pour le tir parfait, il engageait plusieurs fois par heure. Son stock de munitions, qui aurait pu durer des semaines selon la doctrine normale, serait épuisé en quelques jours. O'Malley a regardé le leurre rudimentaire, les trous de balles dans le chapeau de paille, le visage couvert de terre de Mortenson. Finalement, il a demandé combien de cartouches Mortenson estimait que le tireur d'élite avait tiré. 47, peut-être 50. O'Malley a fait le calcul dans sa tête. Un tireur d'élite japonais transportait généralement entre 60 et 100 cartouches pour des opérations prolongées. Celui-ci avait brûlé la moitié de son stock en tirant sur un chapeau de fermier. Le sergent a pris une décision qui serait plus tard documentée dans les études tactiques du corps des marines. Il a ordonné à chaque homme du peloton de construire des leurres similaires avec les matériaux qu'il pourrait trouver. Des casques sur des bâtons, des sacs bourrés de végétation, des morceaux d'uniforme attachés à des branches. À midi, le 9 février, la position sur la crête était hérissée de faux cibles. Le tireur d'élite japonais, maintenant totalement engagé dans son combat, tirait sur tout ce qui bougeait. Sa cadence de tir a augmenté à des niveaux qui violaient tous les principes de la doctrine des tireurs d'élite.
Mortenson a compté 17 tirs en 20 minutes. Le tireur d'élite ne chassait plus. Il menait une bataille contre un ennemi qui n'existait pas, épuisant ses munitions à une vitesse qui aurait horrifié ses commandants. L'aspect de guerre psychologique s'est avéré tout aussi précieux que l'épuisement des munitions. De leur position, les Américains pouvaient entendre les tirs du tireur d'élite devenir moins précis. Le stress, la frustration ou la simple fatigue de la séance de tir intensive dégradaient ses performances. Des tirs qui auraient dû toucher le centre de masse de leur manquaient de quelques centimètres, puis de plusieurs pieds. Vers 14 heures le 10 février, les tirs ont cessé. Silence complet de la lisière des arbres où le tireur d'élite avait opéré pendant 5 jours. O'Malley a attendu 1 heure, puis a envoyé une patrouille de 3 hommes pour enquêter. Ils ont trouvé la position du tireur d'élite dans un grand banyan, habilement dissimulé avec un filet de camouflage et de la végétation naturelle. La cache était vide. Éparpillée à la base de l'arbre se trouvaient 73 douilles en laiton usé. Le tireur d'élite avait épuisé ses munitions et s'était retiré. La patrouille a trouvé autre chose aussi. Un petit carnet, apparemment tombé lors de la retraite précipitée du tireur d'élite. L'officier du renseignement du bataillon en a traduit plus tard des extraits. Les entrées détaillaient la frustration croissante du tireur d'élite face à des cibles qui ne mouraient pas, sa confusion quant aux tactiques américaines et sa dernière note indiquant qu'il retournait à son unité pour se réapprovisionner car il avait épuisé sa char de combat en engageant ce qu'il décrivait comme des soldats fantômes qui absorbent les balles. L'impact tactique immédiat fut mesurable. Le peloton de Mortenson a tenu sa position pendant 6 jours de plus sans une seule victime de tireur d'élite. Ils ont réussi à observer et à signaler les mouvements de ravitaillement japonais dans la vallée, des informations qui ont conduit à une frappe d'artillerie détruisant un dépôt de munitions et tuant environ 90 soldats ennemis. Mais les implications plus larges ont mis du temps à se manifester. La nouvelle de la tactique du leurre s'est répandue dans la division comme une traînée de poudre. D'autres unités ont commencé à expérimenter des variantes. Certaines ont utilisé des dispositifs mécaniques pour créer un mouvement sans exposer les soldats. D'autres ont employé des opérations de leurs coordonnées pour trianguler les positions des tireurs d'élite. En mars 1943, la première division des marines avait intégré les protocoles de l'heure dans ses procédures opérationnelles standards pour les opérations de contre-tir d'élite. Ce qui avait commencé comme l'improvisation d'un fermier du Nebraska est devenu une doctrine. L'innovation a comblé une vulnérabilité critique dans les tactiques des tireurs d'élite japonais. Leur doctrine mettait l'accent sur la patience et la conservation des munitions, en supposant que chaque tir serait soigneusement sélectionné et probablement mortel. La doctrine ne tenait pas compte d'un ennemi qui pouvait créer des cibles fausses illimitées, forçant le tireur d'élite dans une boucle de décisions qui violait son entraînement. Tirer et révéler sa position, ou ignorer les cibles potentielles et permettre le mouvement de l'ennemi. L'un ou l'autre choix profitait aux Américains. La tactique du leurre a également eu un profond impact psychologique sur les troupes américaines. Les hommes qui avaient été paralysés par la peur de tireurs d'élite invisibles ont soudainement retrouvé leur capacité d'action. Ils pouvaient riposter, non pas avec une meilleure précision de tir ou un meilleur équipement, mais avec de la créativité et une compréhension des schémas de l'ennemi. Cela a restauré un sentiment de contrôle dans un environnement de combat qui avait semblé extrêmement unilatéral. Mortenson lui-même n'a jamais cherché de reconnaissance pour son innovation. Lorsqu'un correspondant de guerre a visité le bataillon en mars et a voulu écrire une histoire sur le garçon de ferme qui a déjoué les tireurs d'élite japonais, Mortenson a refusé l'interview. Il a dit aux journalistes que n'importe quel soldat aurait fait la même chose s'il avait eu assez de temps pour y réfléchir. Le correspondant a écrit l'histoire quand même, mais sans la coopération de Mortenson. Les détails étaient vagues et l'article a été enterré à la page 7 de Star and Strip. Le sergent O'Malley a proposé Mortenson pour une Bronze Star, citant son initiative sous le feu et ses tactiques innovantes qui ont sauvé des vies. La recommandation a suivi lentement la voie hiérarchique. Au moment où elle est arrivée au quartier général de la division, la compagnie de Mortenson avait été déplacée dans un autre secteur de Guadalcanal, combattant dans une jungle dense où les tireurs d'élite étaient moins un problème que les maladies, les pièges et la pluie constante qui transformaient tout en boue. La guerre a continué. Mortenson a combattu pendant le reste de la campagne de Guadalcanal, puis a été envoyé à Tarawa en novembre 1943. L'assaut de l'atoll était un autre genre d'enfer, où ses instincts de fermier et son adresse au tir importaient moins que le courage brut et la chance. Il a survécu à 4 jours des combats les plus intenses que les marines aient connus dans le Pacifique. Sur les 90 hommes de sa compagnie qui ont débarqué sur la plage le 20 novembre, 38 ont été tués et 49 blessés le 23 novembre. Mortenson faisait partie des 3 chanceux qui ont quitté Tarawa sans blessure grave. La Bronze Star l'a rattrapé à Hawaï pendant la période de repos et de rééquipement après Tarawa.
Un général dont Mortenson a immédiatement oublié le nom lui a épinglé la médaille sur la poitrine lors d'une cérémonie qu'il a trouvée profondément inconfortable. La citation mentionnait une initiative extraordinaire et une pensée tactique créative. Sa mère a reçu une copie de la citation et l'a gardée dans sa Bible. Son père l'a lue une fois, a grogné son approbation et n'en a plus jamais parlé, ce qui était la manière de Gustave d'exprimer sa fierté. Mortenson est retourné aux États-Unis en mars 1944, son engagement terminé et ses jours de combat révolus. Il avait 23 ans et se sentait comme s'il en avait 50. La ferme l'a accueilli avec le même travail sans fin et les mêmes rythmes familiers. Le blé avait encore besoin d'être planté. Les clôtures avaient encore besoin d'être réparées. Les corbeaux avaient encore besoin d'être abattus. Il a épousé une institutrice nommée Dorothy Olsted en juin 1945, 3 mois avant la fin de la guerre. Ils ont eu 4 enfants et ont dirigé la ferme familiale jusqu'à la mort de Gustave en 1968. En 1947, le corps des marines a publié un manuel tactique intitulé « Opération de contre-tir d'élite en guerre de jungle ». Le chapitre s'est détaillé l'utilisation de l'heure pour épuiser les munitions ennemies et forcer l'exposition prématurée de la position. Le manuel créditait plusieurs unités du développement de la tactique, mais ne mentionnait aucun innovateur individuel. Mortenson, qui aurait eu 26 ans lors de la publication du manuel, n'a probablement jamais su que son improvisation était devenue une doctrine officielle étudiée par tous les officiers des marines suivant une formation d'infanterie avancée. Le concept de l'heure a considérablement évolué pendant les conflits de Corée et du Vietnam. Au moment où l'Amérique combattait en Asie du Sud-Est, les opérations de l'heure étaient devenues des outils de guerre psychologique sophistiqués. Les unités employaient des dispositifs mécaniques, des sources de chaleur et des générateurs de son pour créer des cibles fantômes. Mais le principe de base restait la perspicacité de Mortenson de ce matin de février 1943. L'entraînement et la doctrine de l'ennemi pouvaient être militarisés contre lui par quelqu'un prêt à penser comme un fermier au lieu d'un soldat. Tout au long des années 1950 et 1960, Mortenson a vécu tranquillement dans les Sand Hills. Il a siégé au conseil scolaire du comté et au conseil d'administration de la coopérative locale. Il appartenait à l'église luthérienne et au poste de la Légion américaine d'Alliance. Il n'a presque jamais parlé de la guerre. Dorothy connaissait les bases parce qu'elle avait demandé directement au début de leur mariage, mais même elle n'a obtenu que les grandes lignes de son service, pas les détails. La ferme a prospéré. Mortenson a acheté des terres supplémentaires en 1954 et a commencé à expérimenter de nouvelles variétés de blé développées par l'Université du Nebraska. Il était, de l'avis de tous, un homme américain de petite ville exceptionnellement normal qui avait fait son devoir et était passé à autre chose. En 1978, un chercheur de la division historique du corps des marines a contacté Mortenson. Il compilait une histoire orale de la campagne de Guadalcanal et avait trouvé des références à sa citation de la Bronze Star dans les archives. Serait-il disposé à être interviewé? Mortenson avait 57 ans. Ses enfants étaient grands. La ferme se portait bien. Il pensait davantage à la guerre ces derniers temps, comme le font les hommes lorsqu'ils réalisent qu'une plus grande partie de leur vie est derrière eux que devant. Il a accepté l'interview. L'historien, un jeune capitaine nommé David Reeves, s'est rendu au Nebraska avec un magnétophone et a passé 2 jours à parler avec Mortenson. La transcription fait 63 pages. Dans celle-ci, Mortenson décrit la tactique du leurre en détail, mais la présente comme du simple bon sens plutôt que comme une quelconque innovation tactique. Il parle des hommes qui sont morts avant qu'ils ne mettent en œuvre le leur, se souvenant de leur nom et de leur ville d'origine avec une clarté parfaite 35 ans plus tard. Il mentionne Hendrix s'étouffant dans son sang, la femme enceinte de Shane et Sheffield saignant du cou. Lorsque Reeves lui a demandé ce qui l'avait motivé à prendre le risque de construire le leur, Mortenson a répondu qu'il ne supportait plus d'entendre de bons hommes mourir alors qu'il y avait peut-être quelque chose d'utile à essayer. L'interview a également révélé autre chose. Mortenson avait tenu un journal pendant son service, ce que relativement peu d'hommes de troupe faisaient. Il a fait don du journal aux archives du corps des marines. Les entrées de février 1943 montrent un homme travaillant méthodiquement sur le problème, pensant à la chasse aux corbeaux à la maison, calculant les schémas du tireur d'élite et se demandant s'il devait demander la permission ou simplement agir. Une entrée du 8 février se lit comme suit. « Je pense que je peux le faire tirer sur rien, mais je devrais désobéir aux ordres pour essayer. O'Malley me fera la peau. Mais si ça marche, peut-être que des gars rentreront à la maison vivants. Ça semble en valoir la peine. » Les entrées du journal ne se lisent pas comme les mémoires d'un héros. Elles se lisent comme le journal de bord d'un fermier, notant les problèmes et les solutions potentielles avec le même ton qu'il pourrait utiliser pour décrire la réparation d'une charrue cassée.
Après l'interview, l'histoire de Mortenson a commencé à circuler plus largement dans les cercles de l'éducation militaire. L'Université du corps des marines de Quantico a inclus son étude de cas dans des cours sur l'innovation et l'initiative tactique. Plusieurs livres sur le combat du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale ont mentionné la technique du leurre, bien que souvent sans attribution spécifique à Mortenson. Il a reçu des lettres occasionnelles de marines qui avaient lu sur la tactique ou en avaient entendu parler par des instructeurs. Il a répondu personnellement à chaque lettre, généralement juste quelques phrases les remerciant pour leur service et leur souhaitant bonne chance. En 1991, à l'occasion du 50e anniversaire de Pearl Harbor, le corps des marines a invité Mortenson à une réunion des vétérans de Guadalcanal à San Diego. Il y a assisté avec Dorothy leur premier voyage en Californie. Lors de la réunion, il a rencontré 3 hommes qui avaient servi dans différentes compagnies pendant la campagne, mais qui avaient tous utilisé des tactiques de leur après avoir entendu parler de son succès. L'un d'eux, un ancien sergent nommé William Kowalski, a dit à Mortenson que la technique du leurre lui avait probablement sauvé la vie lorsqu'un tireur d'élite qui clouait son escouade au sol a épuisé ses munitions en tirant sur une fausse cible, permettant à l'équipe de Kowalski d'avancer et de neutraliser la menace. La conversation a duré peut-être 10 minutes, mais Kowalski a écrit à Mortenson pendant les 8 années suivantes, jusqu'à la mort de Kowalski en 1999. Les lettres parlaient principalement d'agriculture et de petits-enfants, mais incluaient toujours une ligne remerciant Mortenson pour les années supplémentaires que Kowalski avait pu vivre. Mortenson a gardé ces lettres dans une boîte dans son bureau. Dorothy les a trouvées après sa mort et les a données à la Société historique d'Alliance. Harold Mortenson est décédé le 3 septembre 2006 à l'âge de 85 ans. La ferme avait été vendue des années plus tôt, lorsqu'il s'était installé en ville avec Dorothy. Sa nécrologie dans l'Alliance Times-Herald mentionnait sa Bronze Star et son service à Guadalcanal et Tarawa, mais ne détaillait pas l'innovation du leurre. Pour les habitants d'Alliance, il était Hank Mortenson, qui avait siégé au conseil scolaire, cultivé du bon blé, entraîné le baseball de la Légion américaine et fréquenté l'église luthérienne tous les dimanches où il ne moissonnait pas. Les funérailles ont attiré 200 personnes. 3 officiers des marines à la retraite y ont assisté, dont un qui avait fait le voyage depuis la Virginie spécialement pour être là. Pendant le service, ils ont remis à Dorothy un drapeau plié et une lettre du commandant du corps des marines reconnaissant la contribution de Mortenson aux tactiques du corps des marines et les vies que son innovation avait sauvées. Dorothy, alors âgée de 81 ans et souffrant de démence, a semblé confuse par la présentation, mais a souri gracieusement. La réalité mathématique de l'innovation de Mortenson mérite d'être examinée. Un tireur d'élite japonais typique dans le théâtre du Pacifique transportait entre 60 et 100 cartouches pour des opérations prolongées. Selon la doctrine standard, ces cartouches pouvaient durer des semaines, voire des mois, le tireur d'élite ne prenant que les tirs à plus haute probabilité. En forçant le tireur d'élite à engager des leurres, Mortenson a augmenté la dépense de munitions d'environ 400%. Un approvisionnement qui aurait pu durer 30 jours était épuisé en 7. L'impact psychologique s'est avéré plus difficile à quantifier, mais était potentiellement encore plus significatif. L'entraînement des tireurs d'élite japonais mettait l'accent sur la discipline mentale, la patience et la supériorité psychologique qui découlaient du fait d'être une menace invisible, presque invincible. Lorsque cette menace a été neutralisée par des leurres grossiers, tout le cadre psychologique s'est effondré. Des entretiens d'après-guerre avec des tireurs d'élite japonais capturés ont révélé une profonde frustration face aux tactiques fantômes américaines qui rendaient impossible une évaluation précise des cibles. Plusieurs ont spécifiquement mentionné le phénomène de cible qui absorbe plusieurs coups sans mourir, une description qui faisait probablement référence aux opérations de leurre. Les implications plus larges pour la doctrine militaire s'étendaient au-delà des opérations de contre-tir d'élite. L'innovation de Mortenson a démontré que la pensée asymétrique du personnel subalterne pouvait résoudre des problèmes que la doctrine tactique conventionnelle ne pouvait pas aborder. Il avait été un soldat de première classe sans aucune formation militaire formelle, au-delà de l'entraînement de base de l'infanterie. Pourtant, il a développé une tactique qui serait étudiée à l'Université du corps des marines pendant des décennies. La leçon n'a pas été perdue pour les éducateurs militaires. À la fin des années 1990, l'éducation militaire professionnelle a de plus en plus mis l'accent sur ce qu'ils appelaient l'initiative tactique et le leadership adaptatif, encourageant les jeunes chefs à innover dans leurs paramètres opérationnels. L'opération de leurre de Mortenson est devenue une étude de cas standard dans ses cours, présentée aux côtés d'exemples d'autres conflits où la résolution créative de problèmes par des soldats de bas rang a produit des effets stratégiques. La transformation n'était pas seulement doctrinale non plus. L'équipement a changé pour soutenir le concept.
Les unités militaires modernes transportent des systèmes de leur sophistiqués, notamment des mannequins thermiques, des simulateurs acoustiques et des cibles mobiles télécommandées. Ces solutions de haute technologie tirent leur lignée conceptuelle directement d'un fermier du Nebraska, bourrant un chapeau de paille de cosses de noix de coco à Guadalcanal en février 1943. Ce qui s'est passé sur cette position de crête démontre quelque chose de profond sur la nature de la guerre et de l'ingéniosité humaine. Cet homme était mort en suivant le protocole approprié. 18 autres étaient paralysés par la peur et la procédure, attendant des ordres du quartier général supérieur qui pourraient ne jamais arriver ou arriver trop tard. Un soldat de première classe, s'inspirant des compétences qu'il avait apprises en tirant sur des corbeaux depuis des poteaux de clôture, a décidé que les règles importaient moins que les résultats. Sa décision de désobéir à l'ordre du sergent O'Malley de rester à terre n'était pas imprudente. C'était une prise de risque calculée basée sur la reconnaissance de schémas et la compréhension du comportement de l'adversaire. Le genre de pensée qui faisait de lui un fermier prospère s'est directement traduit par le genre de pensée qui a sauvé des vies au combat. L'innovation n'a pas nécessité de technologie avancée ni de ressources importantes. Elle a nécessité de l'observation, de l'analyse et la volonté de tester une hypothèse qui contredisait la procédure opérationnelle standard. Ce sont des qualités que les organisations militaires prétendent valoriser, mais qu'elles ont souvent du mal à cultiver, en particulier dans des structures hiérarchiques où la remise en question des ordres peut mettre fin à une carrière. L'histoire de Mortenson suggère que les innovations militaires les plus précieuses viennent souvent des mares de l'organisation, de personnes dont l'expérience de vie leur donne des cadres pour penser différemment aux problèmes. Son génie n'était pas de mieux comprendre les tactiques militaires que ses supérieurs. Son génie était de reconnaître qu'un tireur d'élite ennemi patient se comporte fondamentalement comme un corbeau territorial, et que les deux pouvaient être trompés par le même principe de base. La tactique du leur révèle également quelque chose sur la vulnérabilité de la doctrine des tireurs d'élite japonais. Elle était sophistiquée, mortellement efficace et basée sur des hypothèses sur le comportement de l'ennemi qui se sont avérées erronées lorsqu'elles ont été confrontées à des tactiques inattendues. La doctrine supposait que les forces américaines réagiraient de manière conventionnelle, soit avec des opérations de contre-tir d'élite, soit avec une suppression par l'artillerie. Elle ne tenait pas compte d'adversaires qui avaient grandi en tirant sur de la vermine dans les grandes plaines et comprenaient le comportement des prédateurs à un niveau instinctif. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire militaire. Les innovations tactiques les plus dévastatrices exploitent souvent les hypothèses intégrées dans la doctrine ennemie. Les hypothèses ne sont pas fausses, exactement, elles sont simplement incomplètes. Elles fonctionnent jusqu'à ce que quelqu'un pense différemment, puis elles s'effondrent de manière catastrophique. Le tireur d'élite japonais qui a brûlé 73 cartouches en tirant sur les leurs de Mortenson n'est pas soudainement devenu incompétent. Son entraînement l'a trahi parce qu'il ne l'avait pas préparé à un ennemi qui apporterait la créativité de la campagne à un problème militaire. Il y a une dernière ironie à noter. Mortenson a reçu sa Bronze Star pour une initiative extraordinaire, ce qui est le langage militaire pour faire quelque chose en dehors des procédures normales qui a bien fonctionné. Si la tactique du leur avait échoué, si Mortenson avait été tué en positionnant son chapeau de paille au-dessus du trou de renard, il aurait fait face à un jugement très différent. Une cour martiale posthume pour désobéissance aux ordres était peu probable, mais il n'y aurait eu ni médaille ni reconnaissance. La différence entre la cour martiale et la citation se résume souvent au résultat plutôt qu'au raisonnement, une réalité que tout soldat qui a dû prendre une décision en une fraction de seconde comprend intimement. Mortenson lui-même semblait conscient de cette ironie. Dans son interview de 1978, lorsqu'on lui a demandé s'il s'était inquiété de la punition pour avoir désobéi à O'Malley, il a répondu qu'il s'était davantage inquiété de voir Hendrix mourir au soleil et Shen ne jamais rencontrer son enfant. La punition, la médaille ou ce qui viendrait plus tard importait moins que de savoir s'il pouvait arrêter de voir de bons hommes mourir sans raison alors qu'il y avait peut-être quelque chose à essayer. Cette perspective, cette concentration sur le coût humain immédiat plutôt que sur les conséquences institutionnelles est peut-être ce qui a vraiment distingué la prise de décision de Mortenson. Il n'essayait pas d'innover, de prouver quoi que ce soit ou d'obtenir une reconnaissance. Il essayait de résoudre un problème qui tuait ses amis. L'innovation est née de la nécessité et de la compassion autant que de l'intelligence. Ce sont les histoires qui méritent d'être rappelées. Non pas les grandes décisions stratégiques prises par des généraux avec des cartes et des ressources illimitées, mais les choix, moment par moment, de gens ordinaires dans des situations impossibles qui décident de penser comme des fermiers au lieu de soldats, parce que les soldats meurent et que les fermiers savent comment s'occuper des corbeaux. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans l'innovation d'Harold Mortenson? Était-ce la simplicité de la solution que la doctrine militaire avait négligée? Le courage nécessaire pour désobéir aux ordres, même lorsque des vies étaient en jeu?
Ou peut-être la prise de conscience que cette histoire d'ingéniosité sur le champ de bataille a failli être perdue pour l'histoire, préservée uniquement parce qu'un chercheur a trouvé par hasard une citation de la Bronze Star dans des archives 35 ans après les faits. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie l'histoire inédite. Ces récits de courage et de créativité individuelle méritent de dépasser les archives poussiéreuses et les journaux fanés où ils reposent. Ils nous rappellent que la volonté d'une personne de penser différemment peut changer les résultats, sauver des vies et transformer la façon dont des organisations entières abordent des problèmes impossibles. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Les hommes et les femmes dont les innovations sont nées de la nécessité, dont le courage s'est manifesté par la désobéissance lorsque l'obéissance signifiait la mort, et dont l'héritage continue de façonner notre façon de penser au leadership, à l'initiative et à l'espace entre les ordres et l'action, où le jugement humain doit opérer.